Star Wars The Super Bombad Racing, et les films des Ewoks, et le Monopoly Star Wars. C'est bon, t'as fini? J'en suis à peu près à la moitié. Tu te rends compte que tout le temps que tu perds à énumérer des choses dont je ne vais pas parler, c'est le temps que je pourrais passer à parler du deuxième film? L'attaque des clones? Non, le vrai deuxième, le cinquième. Est-ce que tu cherches à me crier les processeurs? Ce serait pas de trop. Et puis y en a pas pour longtemps de parler de l'Empire contre-attaque. C'est le meilleur, il est parfait, tout le monde est d'accord, bim, le deuxième ça s'ouvre. Ah bah si tout le monde est d'accord, on n'a plus qu'à la fermer, à quoi ça sert de réfléchir et d'analyser si on peut tout résumer en une phrase tellement on est intelligent? Ah rien, exactement. C'était une question rhétorique. Et je t'ai donné une réponse rhétorique. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Ok, alors l'Empire contre-attaque, c'est la suite du tout premier Star Wars sorti en 1980. On retrouve George Lucas au scénario, accompagné de Lawrence Kasdan cette fois-ci, mais à la réal, c'est Irving Kershner qui reprend le flambeau. Pour faire simple, le tournage et les problèmes de production de la Guerre des Étoiles ont plus ou moins dégoûté George Lucas de la réalisation de films à gros budget. En même temps, quand tu te tapes le seul jour de pluie au milieu du Sahara, y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas éternellement. Il demande donc à son professeur de cinéma, Irving Kershner, de s'attaquer à la bête. Point important, Lucas veut un contrôle total sur le film. Il fonde donc son propre studio et emprunte à la banque pour le financer. La Fox n'a ainsi que les droits de distribution et ne peut pas influer sur le produit fini. À la base, Lucas engage la scénariste Lee Brackett pour écrire ce qui est alors nommé Star Wars chapitre 2. Malheureusement, cette dernière décède d'un cancer en 1978. Lucas reprend ses premiers jets et travaille sur de nouvelles versions où commence à naître le film que l'on connaît. C'est notamment à ce moment qu'il décide d'en faire le 5e opus d'une double trilogie et qu'il imagine le passé d'Anakin et Obi-Wan ainsi que la fameuse révélation que Dark Vador est le père de Luke. Spoiler. Donc pour clarifier, ce n'était pas du tout prévu quand il a sorti le premier film. C'est un retcon, une modification de continuité rétroactive. En gros, c'est quand un auteur dit « Alors à la base, j'avais dit rouge, mais en fait bleu ». Star Wars devient alors Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, et la suite prend le titre de Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque. Finalement, Lucas engage Lawrence Kasdan avec qui il avait travaillé sur Les Aventuriers de l'Arche perdue pour réécrire la version finale du script. Quand le tournage commence, tout va bien. Non, absolument pas. Si pour le premier, ils ont eu droit au premier jour de pluie en 50 ans dans le désert, pour le second, ils commencent avec la pire tempête de neige que la Norvège a connue en 50 ans. Après 6 mois de tournage, le budget, initialement prévu à 18 millions de dollars, a explosé à 33 millions. Tout financé de la poche de George Lucas et de la banque, qui n'est pas très contente et menace à plusieurs reprises de couper les fonds du film. Ce qui pousse le papa de Star Wars à s'endetter auprès de la Fox. Mais ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir après. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas forcément à cause d'un deal de génie sur le merchandising. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vivement la chaîne d'Archeo Toys qui est excessivement bien renseignée. À la base, je voulais faire un petit aparté dessus dans cette vidéo moi-même, mais la vie ne l'a pas voulu. Je tourne cette vidéo très proche de la date de sortie. Mais si George Lucas ne vit pas actuellement sous un pont, c'est principalement parce que l'Empire contre-attaque a été un succès colossal au box-office. Pour comparer ses ventes de tickets à celles du premier film le week-end de sa sortie, il a fait plus du double. Au point que le film a eu droit à une autre sortie en 1981, puis en 1997, et pour son 40e anniversaire en 2020. Ce qui, couplé à quelques soucis d'actualité que vous avez peut-être remarqué, en a fait le premier film au box-office de l'année, 40 ans après sa sortie. Donc on va difficilement pouvoir l'ignorer, l'Empire contre-attaque a été un succès commercial gigantesque. Par contre, à l'époque, les critiques sont pas très flatteuses. Le film est considéré à la fois comme trop sombre et trop enfantin, on dit qu'il n'a ni début ni fin, que c'est un film pop wagnérien. Oui, certaines critiques de cinéma adorent respirer leur paix. Il faut dire qu'en 1980, l'idée d'une trilogie au cinéma, c'est un concept assez rare. Le premier film avait le mérite d'être une œuvre contenue en elle-même, le deuxième déborde. Mais évidemment, les critiques ne sont pas unanimes, on pourrait même dire que le film divise. Pour Gene Siskel, par exemple, les défauts du film ne sont rien comparés à ses qualités considérables, voire parfois majestueuses. Considérables, voire parfois majestueuses. L'histoire donnera finalement raison à ces derniers, de là où on est, difficile de trouver les opinions négatives sur l'Empire contre-attaque. Avec Terminator 2, c'est devenu une sorte de cas d'école de suite qui dépasse et enrichit l'œuvre originale. C'est un film majoritairement adoré, un pilier de la pop culture, et le préféré d'un grand nombre de fans. Dans une communauté qui est très rarement d'accord sur la qualité des films de la franchise, il y a généralement un consensus, l'Empire contre-attaque est bon, et souvent on dit que c'est le meilleur Star Wars. Déjà ? Je te l'ai dit, pas besoin de causer 3000 ans. Tout le monde est d'accord, faut juste dire les mots magiques. Je crois que t'as parlé un peu vite. Qu'est-ce que... Bon. Eh ben qu'on faut y aller. Oh la vache, j'ai de la chance que les caméras de sécurité filment ça. C'est la meilleure scène de combat du monde. Les cascades, la chorégraphie, les effets spéciaux. Oh, ce serait vraiment dommage de laisser ça en hors-champ. Un seul Jedi qui massacre des dizaines de Stormtroopers. Je suis pas un Jedi. Par contre, les pirouettes, c'est pas très utile. C'est vraiment de la prime. Bon, je vais pas y passer la journée. Referme le sas avant que les renforts arrivent. Je t'ai déjà dit que je contrôlais pas les sas. Ok, j'ai compris. Oui, l'Empire contre-attaque est le meilleur, mais ça sert à rien de dire ça si on n'explique pas pourquoi. Parce que c'est pas un film parfait, il a des qualités, mais évidemment il a aussi des défauts. Blasphème!
Mais justement, ce qui est intéressant pour nous dans le cadre de cette rétrospective Star Wars, c'est que ses points forts et ses points faibles vont pouvoir nous servir d'étalons, de points de comparaison. Si l'Empire contre-attaque est le meilleur film, ou en tout cas le plus populaire, on recherchera dans les autres ses qualités, et on leur pardonnera ses défauts. Avec ce film, on peut se demander qu'est-ce qu'on aime dans Star Wars. Ainsi, en parlant des autres films, on saura à quoi les comparer, ce qu'il faut y rechercher, ce qui leur manque. Alors on va commencer par les qualités de l'Empire contre-attaque. Si la guerre des étoiles a donné naissance à Star Wars, Empire en a imposé les codes. Tout d'abord, en tant que suite, il bénéficie d'un travail mâché par le précédent film. On connaît déjà l'univers dans ses grandes lignes, et surtout les personnages. Et ce sont ces derniers qui représentent le cœur du récit. À commencer évidemment par Luke. Dans le premier film, c'était un personnage de héros basique et simpliste, avec peu de traits caractéristiques. L'Empire contre-attaque nous présente ainsi un Luke Skywalker mieux défini. Tout d'abord, il a deux désirs. Il souhaite vaincre l'Empire et protéger ses amis. Ce sont les moteurs de ses actions dans l'intrigue. Il part en quête de Yoda pour terminer son entraînement de Jedi, et ainsi maîtriser la Force, qui dans le film précédent lui avait permis de détruire l'étoile noire. C'est son désir de vaincre l'Empire qui dirige sa quête dans la première partie du film. Mais son deuxième désir entre en collision avec celui-ci quand Vador capture ses amis. Il se retrouve face à un dilemme, continuer son entraînement pour devenir plus fort que Vador, ou partir sauver ses amis et risquer de perdre. Bien évidemment, son rôle de protagoniste moral et bon le pousse à prendre le risque et à tomber dans le piège du Seigneur Sith. Ça établit un point crucial du personnage de Luke, il fait passer ses relations avant tout et notamment avant sa mission. Et c'est là que le film nous montre une maîtrise de l'écriture d'intrigue qui tourne autour des arcs de développement de personnages, puisqu'à la toute fin, Luke apprend que Dark Vador est son père. Spoiler. C'est-à-dire quelqu'un qui a un lien fort avec lui, mais aussi le deuxième homme de l'Empire juste en dessous de l'Empereur. La puissance de cette révélation au niveau du personnage de Luke, c'est qu'elle fait entrer en conflit ses deux désirs. Pour vaincre l'Empire, il doit tuer son père. C'est-à-dire l'inverse du choix qu'il a fait quand ce dilemme lui a été posé dans ce film. S'il veut accomplir sa mission, il doit désormais sacrifier ses relations. C'est un cas d'école d'écriture de personnages et c'est aussi simple qu'efficace. Ce film nous pose ainsi les enjeux que la suite devra traiter. Du coup, on va revenir dessus en détail pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Les deux autres personnages principaux de l'histoire suivent également une trajectoire classique en fiction, l'histoire d'amour tragique. Durant la première moitié du film, Han et Leia développent des sentiments l'un pour l'autre, et la deuxième moitié s'efforce de les séparer, ce qui culmine dans la congélation de Han et son enlèvement par Boba. Dans le premier film, ces deux personnages remplissaient des fonctions annexes à Luke. C'était le rival et l'intérêt romantique. Ici, en les séparant du héros, on leur insuffle une vie propre. Ils deviennent les protagonistes de leur propre intrigue. Pour Han, c'est un moyen intéressant de continuer une histoire après un arc de développement accompli. En effet, il a déjà effectué sa transition dans le film précédent. C'était un égoïste qui a appris à rejoindre une cause. Désormais, c'est son passé qui le tire en arrière. Sa dette envers Jabba le force à quitter la rébellion, puis le sépare de la femme qu'il aime. Son conflit moteur n'est plus interne, mais externe. Leia, elle, suit un arc inversé par rapport à celui que Han a subi dans le premier film. Elle ne vit au départ que pour la rébellion, et laisse de côté ses besoins et ses désirs. En tombant amoureuse de Han, elle développe un besoin qui fait d'elle plus qu'une combattante. Et une fois qu'elle a découvert ce besoin, il lui est arraché. C'est ultra classique, c'est le genre de truc que Shakespeare faisait. Mais ce genre de valeur sûre en général, ça marche bien. Le personnage de Dark Vador passe d'un méchant générique aux motivations inconnues à un véritable miroir de Luke. Il est face au même dilemme, choisir entre sa mission, servir l'Empire, et ses relations, sauver son fils. Et comme Luke, il fait le second choix. Après lui avoir révélé son identité, il lui demande de se joindre à lui pour renverser l'Empereur. C'est ce qui en fait un méchant si intéressant. Il est du mauvais côté, mais ses motivations sont alimentées par de bonnes émotions. Malheureusement, des années au service de l'Empereur ont déformé sa conception du bien et du mal. Il ne voit pas le problème dans le fait de torturer Han pour amener Luke sur Bespin. Mais s'il doit choisir entre l'Empereur et Luke, ce film nous montre qu'il choisira Luke. Ce qui est important pour la suite également. Prochaine vidéo, abonnez-vous. Les personnages de Yoda et Obi-Wan souhaitent que Luke mette fin à l'Empire. Pour eux, il n'y a pas de dilemme. Il faut tuer Vador, il faut laisser Han mourir, il faut faire tout ce qui est possible pour libérer la galaxie. C'est ce qui motive leur mensonge. S'ils cachent la vérité à Luke, une fois entraîné, il n'aura aucun problème à vaincre Vador et l'Empereur. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est déjà un avant-goût de la conduite dogmatique et pragmatique des Jedi de la prélogie. Ils ne voient pas la valeur des émotions. Ils ne pensent pas un instant que la relation paternelle entre Luke et Vador peut être la clé de la victoire. Si l'Empire contre-attaque fonctionne aussi bien, c'est grâce à cette construction du récit autour de ces différents personnages et de leurs intérêts. C'est un récit qui comprend que ses deux atouts principaux sont les personnages et les conflits qui les opposent. Au-delà de cette vision globale de l'histoire, il tire également sa force de scènes iconiques magnifiées par les musiques de John Williams. Des scènes d'action claires et imaginatives, des environnements marqués, des effets spéciaux efficaces, des répliques cultes. Chacun aura sa préférée, mais si je ne devais en citer qu'une, c'est la description que Maître Yoda fait de la Force. Il ne se contente pas de répéter ce qu'avait dit Obi-Wan, il rajoute un air de magie et de spiritualité au concept. C'est cette description qui fait que beaucoup tiquent encore aujourd'hui sur les midi-chloriens, qui cassent un peu l'aspect mystique de la Force. Et pour ne garder qu'une réplique du film qui n'est que trop rarement citée, parce qu'on préfère le « je suis ton père » ou le « je sais », je vous laisse juste savourer cette petite pépite. Luminous beings are we, not this crude matter.
C'est vraiment un bon film, il y a des raisons pour lesquelles il est tant aimé. Comme j'ai dit, son point fort niveau narration, c'est que c'est un film qui tourne autour de ses personnages. Il se repose sur eux et leur fait confiance pour diriger l'intrigue. Tous les moments forts le sont parce qu'ils sont forts pour les personnages. C'est là-dessus que je jugerai les autres films. Est-ce que le récit est au service des personnages, ou est-ce qu'ils sont juste un prétexte pour faire avancer l'intrigue? Est-ce que les événements de l'histoire ont un impact sur eux, et à l'inverse, ont-ils un impact sur les événements? Dans l'Empire contre-attaque, ces points sont maîtrisés. Chaque scène tire sa force des personnages qui y évoluent. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il est parfait. Être le meilleur, ça ne l'immunise pas contre toute critique. On doit pouvoir le dire, l'Empire contre-attaque a des défauts. Et ben voilà, t'as vexé la porte. Tu m'expliques comment une porte peut être vexée? Mais c'est droïdiste ça. Et les portes en scénarium sont très sensibles à la nuance. Et bah tant pis pour elle, y a pas de film parfait. Si on utilise l'Empire contre-attaque comme un étalon de ce qu'est un bon Star Wars, on ne peut pas ignorer ses défauts. Parce que là, c'est la bonne ambiance, on parle de la trilogie originale, y a pas encore trop de controverses. Mais quand on va attaquer des opus nettement moins universellement appréciés, ça va être le festival de la mauvaise foi, et venant de moi aussi. Ce qui ne nous aidera pas à identifier les problèmes de ces films. Alors on va établir une règle, attaquer un autre film Star Wars pour des défauts qu'on pardonne à l'Empire contre-attaque, c'est un coup sous la ceinture. Si on pardonne une faute d'écriture dans un film bien construit, on doit être de bonne foi et la laisser passer dans une de ses suites, même si elle est médiocre. Comme ça on pourra se concentrer sur les vrais défauts de ces films, et vous inquiétez pas, c'est pas ce qui manque. Mais par souci d'honnêteté intellectuelle, on va voir les problèmes que personne ne reproche à l'Empire contre-attaque, et qu'on ne pourra pas reprocher aux autres Star Wars. Après tout, si ces problèmes n'ont pas empêché l'Empire contre-attaque d'être un succès, pourquoi ça serait le cas pour les suites? Et on va donc commencer par les problèmes qui sont extérieurs au film. L'Empire contre-attaque n'a pas été pensé à l'avance pendant la production de la Guerre des Étoiles. C'est un film qui a été écrit après coup quand l'original s'est avéré être un succès au box-office. Il faut le rappeler, la trilogie originale n'a pas été conçue comme une trilogie dès le départ, chaque film a été écrit après la sortie du précédent. Ce qui veut dire que le film n'a pas été pensé à l'avance, ce n'est pas un argument recevable pour critiquer un Star Wars. L'Empire contre-attaque a été écrit après coup et a quand même été un succès, c'est donc que le problème est ailleurs. Tant qu'on est sur la production, on rappellera que le film est passé entre les mains de 3 scénaristes différents et a eu droit à de nombreuses réécritures. Donc pareil, les scripts à plusieurs mains et les réécritures, c'est un coup sous la ceinture. Conséquence de cette écriture a posteriori, c'est que les éléments établis dans le premier opus ont subi un retcon. On a changé l'identité du père de Luke après coup, parce que le film a préféré prioriser l'histoire qu'il nous racontait plutôt que la cohérence entre les films. Alors attention là, la cohérence elle est légèrement effritée, elle est pas complètement brisée. Il y a toujours la place pour la nuance, n'en déplaise à certains sas. Mais des modifications faites à la continuité établie, si elles sont au service du récit et qu'elles ne rendent pas le tout incohérent, c'est des coups sous la ceinture. Dans l'Empire contre-attaque, la Force est soudainement capable de déplacer des objets, et Luke apprend ce pouvoir instinctivement. Alors désolé, mais les nouveaux pouvoirs de la Force et la possibilité de les utiliser sans entraînement, c'est un coup bas. Et en règle générale, beaucoup de gens seront pas d'accord avec moi sur ce point, mais le lore, c'est pas si important. C'est important quand ça brise les règles établies du récit au point que ça rend les histoires précédentes incohérentes. Mais sinon, les pouvoirs de la Force, savoir qui est capable de la maîtriser, ou si c'est des microbes qui la génèrent, c'est de la déco. Le lore, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qui fait le gâteau. À condition que le gâteau soit bon. Que Luke soit soudainement capable de déplacer des objets par la pensée, ça donne une scène cool, ça n'est pas incohérent avec le film précédent, alors ça me dérange pas. Donc dans les suites, si un écart est fait au lore établi, tant qu'il est au service du récit et qu'il ne brise pas la cohérence globale, c'est pas un problème. Oui, ça veut dire que je ne taperai pas sur les midi-chloriens. Ça me fait aussi mal qu'à vous. L'intrigue de Han et Leia tourne autour de leur tentative d'échapper à l'Empire, et se solde par un échec. En gros, l'histoire aurait été globalement la même s'ils avaient été capturés directement sur Hoth. Toutefois, leur escapade est l'occasion pour les deux personnages de développer leur relation. Donc les intrigues qui ne vont nulle part, tant qu'elles apportent quelque chose aux personnages, c'est des coups sous la ceinture. Sinon, avec cette logique, Les Aventuriers de l'Arche perdue est un mauvais film, vu qu'Indiana n'a pas d'impact direct sur les événements. La destination n'est pas importante, ce qui compte, c'est le voyage. Après, si le voyage est pourri... Vous remarquerez que je précise des conditions à ces coups bas. Parce que les défauts de l'Empire contre-attaque, ses soucis de production, ses facilités d'écriture, ils sont contrebalancés et parfois même justifiés. Ça veut pas dire que les défauts sont pas là, mais ils sont tempérés par une condition. Être au service du récit. Parfois le film triche, mais c'est pour nous raconter son histoire. Et si on le pardonne, c'est parce qu'on a apprécié l'histoire. En règle générale, un auteur doit tricher. On vit un peu dans une ère obsédée par la cohérence et les facilités d'écriture. Parce que c'est cool de se la jouer cinémacine, c'est de faire « Mais dis donc, il y a un petit souci de cohérence par là-bas !» Je l'ai remarqué, moi. On me la fait pas, moi. Je suis malin, moi. Je suis insupportable, moi. Sauf que cette grille de lecture, elle est absurde. C'est bien pour faire des blagues et vanner un film. Mais quand on cherche à faire une critique sérieuse, on peut pas se reposer sur des petites contradictions ou des facilités d'écriture. Parce que sinon, tous les films sont illogiques. Comment on a pu filmer des images dans une galaxie lointaine? Pas très logique, ça. En plus, ces aliens dans une galaxie lointaine, ils parlent anglais. On me la fait pas, moi. Pourquoi il y a des coupures? On passe d'un instant à l'autre, là on se téléporte. Ils ont jamais envie de faire pipi?
Encore une fois, c'est une grille de lecture absurde. Des émissions comme Cinémacine, c'est marrant justement parce que c'est absurde. Parce que les histoires en général sont absurdes. Toute histoire est basée sur un postulat faux. Ça ne vous rend pas intelligent d'aller au théâtre et de crier « Vous êtes des acteurs sur une scène !» Vous croyez que les gens dans la salle le savent pas? C'est le boulot du film de vous convaincre d'un mensonge, mais c'est aussi le vôtre de suspendre votre incrédulité. S'il y a une facilité d'écriture, que ce soit dans l'Empire contre-attaque ou ailleurs, la question à se poser c'est est-ce qu'elle permet de raconter une meilleure histoire? Par exemple, si Boba Fett a deviné que le faucon allait s'enfuir avec les déchets du Destroyer, pourquoi il a pas prévenu l'Empire? Je veux dire, il les attendait à l'instant où ils se sont décrochés. C'est qu'il le savait à l'avance, il l'avait anticipé. Donc pourquoi attendre d'arriver sur Bespin? Parce que sans ça, on n'aurait pas le troisième acte du film avec Lando et les décors iconiques de Bespin. C'est une ficelle scénaristique, mais elle est super importante pour le film, pour en faire une meilleure histoire. Alors si je parle des films que j'ai moins appréciés, je dois leur pardonner leurs défauts qui sont au service du récit, comme je le fais ici. Par contre, pour le reste, tous les coups sont permis. L'Empire contre-attaque, c'est un film qui nous envoie dans une autre galaxie. Il nous y attache à l'aide de ses personnages humains remplis de doutes et de défauts, mais aussi de courage et de qualité. C'est aussi un film qui comprend qu'il n'y a pas d'aventure sans mystère et sans peur. Des monstres qui habitent les grottes, des puissances incompréhensibles qui nous dépassent. Il nous fait nous sentir minuscules dans un univers gigantesque, fragile, mais jamais faible. Peut-être parce que qu'on soit pris dans une tempête de neige, perdu au fin fond d'un marais lugubre, suspendu au-dessus du vide face au mal absolu, il nous dit qu'il y a toujours une force avec nous. Et pas la force avec un F majuscule. La vraie force que ce film nous présente, qui est en chacun de nous, c'est une force humaine, qui nous pousse à traverser la galaxie pour sauver nos amis, mais aussi à blesser des gens pour retrouver un fils qu'on a perdu. Cette force nous donne une influence sur le monde qui nous entoure. On n'a pas besoin de déplacer des objets par la pensée ou de manier un sabre laser, on a juste besoin de volonté. Et peut-être qu'on fonce droit dans un piège, qu'on va perdre une main, que l'amour de notre vie va nous être arraché, que les retrouvailles avec ce fils perdu ne se passeront pas comme prévu. Mais ça veut pas dire que c'est la fin parce qu'on peut toujours se relever. Parce que l'histoire n'est pas terminée, parce que tant qu'il nous reste la volonté de nous battre, le combat peut être gagné. Bon, j'ai parlé avec le SAS, il est vexé et il dit que t'es un faux fan. Mais je m'en tape. En tout cas, il s'ouvrira plus. C'est têtu ces bêtes-là. De toute façon, c'est rempli de troupes impériales dans cette direction. Alors il reste plus qu'une porte, et tu sais ce que ça veut dire. Qu'on va devoir parler des Ewoks. Foi de TR0P3, abonnez-vous pour ne surtout pas manquer ça. Ouais, la prochaine fois, on s'attaque au retour du Jedi et on essayera de répondre à cette question, quel est le thème de la trilogie originale? En attendant, n'oubliez pas que si vous commentez et si vous partagez, vous deviendrez des Jedi. Ce n'est pas un mensonge. Mais bien sûr que c'est un mensonge.